d'abord remercier la Fondation Abdelrahim Bouhabid ainsi que la Fondation Heinrich Böll pour cette rencontre et remercier en fait les experts et les amis qui ont bien voulu en fait présenter un peu leur vision du sujet, qui est un sujet, comme on a pu le constater, qui est très riche et qui est amené à connaître beaucoup de développement à l'avenir. Alors, si vous permettez, pour faire court, je voudrais tout d'abord donc axer mon intervention sur trois axes. Le premier axe un peu porterait essentiellement sur les raisons qui nous ont poussés en tant que parti de l'Istiqlal donc à faire une proposition de loi sur les conflits d'intérêts. Pourquoi on s'est intéressé à cette question? Le deuxième axe de l'intervention va présenter un peu cette proposition de loi qui est évidemment perfectible et qui pourrait être améliorée, mais qui a l'intérêt d'exister. Et le troisième, en fait, ça serait plutôt une feuille de route pour l'avenir au niveau de notre pays. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a amené en fait à nous intéresser à cette notion de conflit d'intérêts? Et c'est que le constat qu'on a fait, comme vous le savez, le Maroc est en pleine réflexion autour d'un nouveau modèle de développement. Cette réflexion est devenue d'une très grande actualité avec la pandémie et son impact finalement mondial, évidemment sur notre pays, sur le plan économique et sur le plan social. Et nous avons donc, parmi les points sur lesquels nous avons beaucoup mis l'accent, dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, en tant que parti, nous avons considéré qu'il était important de faire un certain nombre de ruptures. Et parmi les ruptures importantes qu'il fallait faire, c'est rompre avec la société des privilèges et l'économie de rente. Et cela d'autant plus que nous avons pu constater que le Maroc connaît une baisse tendancielle de la croissance. On est passé de 5% de croissance par an entre les années 2000 et 2010 vers une croissance autour de 3%. Et évidemment, avec le Covid, on est à moins 6%. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y avait une véritable crise de confiance, et notamment parmi les opérateurs économiques et les opérateurs également et les citoyens, qui était liée à un manque de visibilité, mais surtout lié à l'importance en fait de la place des privilèges dans notre économie et dans nos différentes politiques publiques, qui créent en fait un certain nombre de barrières visibles et de barrières invisibles et qui donnent lieu à donc un certain nombre de monopoles, de cartels et de positions dominantes et de concurrence déloyale, notamment au niveau avec l'informel. Et évidemment, le conflit d'intérêts rentre parfaitement dans le cadre de ces facettes, finalement, de cette économie de rente et qu'on appellerait plus communément, dans le cas de notre pays, d'une économie de connivence, une économie de copinage qui s'installe de plus en plus dans notre, je dirais, paysage politico-économique. Cette situation a fait que les acteurs économiques, d'un côté, se sont de plus en plus détournés en fait de secteurs concurrentiels, de secteurs où on a besoin d'avoir une meilleure productivité, d'être plus compétitif, pour s'orienter vers des secteurs économiques protégés, vers des secteurs économiques qui bénéficiaient d'avantages fiscaux très importants, ou des secteurs où ils avaient un certain nombre d'avantages de protection et autres. Et c'est ce qui fait que finalement, malgré l'ouverture de notre économie, malgré, je dirais, les différentes politiques publiques qui ont été mises en place et la transformation structurelle de notre économie, le nombre d'entreprises exportatrices reste très limité. On est à 1% en fait de notre tissu, je dirais, productif qui exporte, ce qui reste particulièrement limité. Et au moment où le nombre d'entreprises importatrices a explosé. Alors, cette situation aussi s'est traduite par un rejet de la part de la population, puisque, on le sait, une économie de connivence donc, porte atteinte à la cohésion sociale. D'abord parce que, comme vous le savez, il y a un sentiment d'injustice qu'on appelle au Maroc l'hagra, qui est là, qui est très présente et qui ne fait qu'augmenter. Deuxièmement, parce qu'au lieu de chercher
véritablement donc à produire et améliorer donc ses capacités, à s'inscrire dans une logique de mérite, on cherche à trouver un réseau, un moyen d'accéder, je dirais, à un privilège et donc à un moyen de connaître une véritable ascension sociale et donc à obtenir des privilèges. Et tout ça, d'ailleurs, se fait dans une situation où nous constatons je dirais, une certaine démission, entre guillemets, du gouvernement et le cas, et des organes de régulation, en tout cas pour certains. Et le cas le plus patent a été la campagne de boycott qu'on a connue en 2018, où le citoyen a appelé un boycott d'un certain nombre de produits, considérant que les règles de concurrence loyale n'étaient pas respectées et que le gouvernement n'avait pas agi pour protéger le citoyen et le pouvoir d'achat des citoyens face à ces exactions. Et c'est là, en fait, le meilleur exemple, finalement, où le citoyen se substitue au gouvernement, se substitue aux organes de gouvernance et de régulation, comme vous l'avez si bien dit, qui sont censés, je dirais, protéger et assurer, en fait, cette concurrence loyale pour pouvoir obtenir leurs droits. Et en fin de compte, ils les ont obtenus puisque les marges ont été largement donc révisées à la baisse. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si nous avons fait appel et nous avons considéré qu'il était important de nous pencher sur cette question, c'est parce que nous considérons que ce nouveau modèle de développement devait véritablement apporter une réponse à cette problématique qui porte atteinte à l'intérêt général, qui fausse le jeu de la libre concurrence et surtout qui sape la confiance des citoyens et des entreprises dans les institutions publiques. Aujourd'hui, dernière enquête qui a été faite par rapport à la confiance a montré que seulement 20% des citoyens avaient confiance au gouvernement et à son action. De l'autre côté, en fait, la deuxième raison pour laquelle nous avons donc proposé cette loi, c'est que nous avons considéré qu'il était nécessaire de réhabiliter le politique. Vous en avez d'ailleurs parlé dans vos interventions respectives. En fait, le conflit d'intérêts détruit la relation de confiance qui lie le citoyen au dépositaire de l'intérêt public et qui fausse finalement le fossé, qui ne fait qu'accroître le fossé entre le peuple et les gouvernants. Et en fait, en l'absence de garde-fous en matière de conflit d'intérêts, l'élection d'un président de commune, d'un président de région ou la nomination à des postes de responsabilité de la fonction publique devient pour certains, en tout cas dans la perception de bon nombre de citoyens, une source d'enrichissement personnel rapide et qui fait que finalement, en fait, cela séduit les opportunistes et qui cherchent à en tirer, je dirais, un intérêt particulier plutôt de donner pour l'intérêt public. Et en fait, tout ça fait que finalement, il y a une véritable défiance vis-à-vis du politique. Et d'ailleurs, on l'a vu, d'élection en élection, il y a une véritable érosion de la confiance politique qui affecte évidemment les institutions élues et qui affecte également donc le personnel politique. Et depuis un certain temps, nous avons vu que le niveau d'abstention est de plus en plus élevé. Les dernières élections, il était de l'ordre de 56% pour les élections législatives et le vote sanction aussi qui était particulièrement important. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons aujourd'hui que nous sommes à la veille, je dirais, des élections donc qui vont se tenir au courant de cette année, à la veille d'un moment très important avec la mise en place du nouveau modèle de développement, mais surtout avec la crise forte que nous vivons du fait je dirais, d'une résilience faible de notre pays face à la crise et à la pandémie liée à la pandémie du Covid-19 en raison je dirais, des politiques publiques menées par notre gouvernement qui sont largement dépassées et qui ne sont pas en phase avec nos besoins. Tous ces éléments font que finalement, nous considérons qu'il est important de réhabiliter le politique
et de donner une crédibilité aux institutions élues et une législation autour du conflit d'intérêts pourrait contribuer à aider à dépasser cette problématique de défiance. Et enfin, la troisième raison qui nous a poussé à faire cette proposition de loi, c'est que nous considérons qu'il est important aujourd'hui pour notre pays, toujours dans la même logique de crédibiliser et de donner du poids en fait à l'action publique, d'avoir un cadre, je dirais, global, cohérent, d'intégrité de la vie publique. Le Maroc a signé et adopté plusieurs conventions internationales pour lutter contre la corruption, pour renforcer la transparence, pour la bonne gouvernance. On s'est doté également d'institutions constitutionnelles de gouvernance pour faire face à ces pratiques, en renforçant les attributions du Conseil de la concurrence, la mise en place de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, avec la Cour des comptes, les différentes instances, les agences de régulation dans le domaine des télécoms et la haute autorité également des médias, etc. Et puis, évidemment, notre Constitution, dans son article 36, parle de la notion de conflit d'intérêts et qu'il faudrait absolument donc y faire face. Et je dois dire aussi que dans la loi organique du gouvernement, dans son article 33, on parle également, fait référence au conflit d'intérêts et prévoit que les membres du gouvernement doivent, pendant la durée d'exercice de leurs fonctions, suspendre toute activité pouvant entraîner un conflit d'intérêts. Même si, évidemment, cette loi permet aux membres du gouvernement d'avoir des prises de participation et d'être à la tête de holding et ne définit pas, en fait, qu'est-ce qu'on entend par conflit d'intérêts. Par ailleurs, le code pénal aussi en parle, donc, et il y a un certain nombre de dispositions, en fait, notamment l'article 245, qui dispose que tout fonctionnaire public qui prend ou reçoit quelque intérêt dans certains actes est puni avec je dirais la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 500 à 10 000 euros. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là, mais aujourd'hui, le constat, c'est que ce cadre n'est pas complet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était important que cela soit complété par donc une loi spécifique concernant le conflit d'intérêts. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que nous avons mis dans cette proposition de loi sur le conflit d'intérêts? Alors, très rapidement, je voudrais dire que nous nous sommes basés évidemment sur la Constitution, puisqu'on parle de conflit d'intérêts, et donc il faut décliner cela sur le plan juridique. Deuxièmement, parce que le Maroc a signé un certain nombre de conventions internationales et qu'il faut qu'elles soient déclinées dans la réalité. Et nous nous sommes basés également sur les benchmarks des meilleures pratiques internationales pour faire cette loi. Alors, on avait beaucoup de questions qui étaient posées. Est-ce qu'il était important de revoir en fait les différents textes qui existent pour les améliorer, ou on devait faire une proposition de loi spécifique concernant le conflit d'intérêts? On a opté pour cela parce que nous considérons qu'il était important d'abord de définir le conflit d'intérêts, d'arrêter son périmètre et d'apporter un certain nombre de réponses claires sur qu'est-ce que le conflit d'intérêts, qui est concerné, comment cela s'applique-t-il et quelles seraient les sanctions donc, au cas où il y ait un conflit d'intérêts. Donc, et c'est la raison pour laquelle donc, les différents axes de cette proposition de loi, il s'agissait tout d'abord de définir le conflit d'intérêts. Alors, nous avons considéré que ce conflit d'intérêts est défini comme toute situation dans laquelle se trouve un agent, je dirais, public ou une personne élue ou nommée à une responsabilité publique qui pourrait affecter son indépendance, sa neutralité, son impartialité dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités. Et on a considéré que le conflit d'intérêts comprend tout abus de position professionnelle à des fins personnelles, directement ou indirectement. Donc, on a introduit la notion donc indirecte et toute conclusion de contrat avec les administrations et les institutions qui lui sont associées, ainsi que toute utilisation d'informations aussi, l'utilisation d'informations obtenues grâce au poste ou à la responsabilité qu'il endosse,
qui pourrait porter atteinte au principe de libre concurrence et qui pourrait donc se traduire par un intérêt personnel ou au bénéfice d'autrui ou également qui introduirait des relations personnelles ou des liens familiaux. Et nous avons considéré que le champ d'application de cette loi devait concerner les membres du gouvernement et dont le chef évidemment du gouvernement, les membres du Parlement avec les deux présidents des deux chambres, les magistrats, les membres du tribunal constitutionnel, les membres de la Cour des comptes, des cours régionales des comptes, les différents élus, les présidents de communes, des conseils provinciaux, des régions, et ainsi que les présidents des agences régionales d'exécution, les agences de régulation et les membres des chambres professionnelles, etc., etc. Donc, nous avons établi un champ d'application assez large pour l'application de cette loi. L'un des axes fondamentaux, et c'est là où je voulais en venir, c'est de cette proposition de loi, consiste essentiellement à cette notion de déclaration d'intérêt et de déclaration de conflit d'intérêt. Nous avons considéré que c'est un point essentiel. Et pour ne pas tomber dans ce qui existe en France, nous avons considéré que cette déclaration d'intérêt, au lieu de créer une nouvelle instance, devait se faire auprès de l'instance nationale de lutte contre la corruption et de probité, puisque c'est une instance qui luttait contre la corruption et nous considérons que, le conflit d'intérêt s'inscrit dans le cadre de cette notion large de corruption et que par conséquent, on avait une instance qui existait et qu'il fallait doter cette instance des moyens de suivi pour pouvoir répondre à ce suivi en fait des déclarations d'intérêt, mais également des déclarations de conflits d'intérêt. Et même nous avons demandé, dans le cadre de cette proposition de loi, à ce que cette instance puisse établir un rapport annuel qui serait présenté donc, au gouvernement et au Parlement concernant les cas des conflits d'intérêts. Alors, concernant les sanctions, nous avons considéré qu'il y avait deux types de sanctions, les sanctions en cas de déclaration de conflit d'intérêts, qui était une sanction qui est plutôt financière, et nous avons proposé des sanctions en cas de conflit d'intérêts avéré et non déclaré, et notamment qui pourrait se traduire par une sanction administrative par l'éviction du poste de responsabilité et ou de l'interdiction d'élection pendant 6 ans pour celui qui est concerné au cas où c'est un élu et qui pouvait arriver jusqu'à la confiscation des biens acquis en raison du conflit d'intérêts, donc qu'ils soient de biens mobiliers, immobiliers ou financiers. Voilà, donc c'est un peu les choix que nous avons faits, sans parler évidemment qu'il y a le code pénal qui prévoit d'autres cas qui feront l'objet évidemment de jugements pénaux. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, et c'est un peu la feuille de route que nous proposons en tant que parti pour notre pays, c'est qu'il est important d'avoir, le Maroc a une stratégie nationale de lutte contre la corruption, mais il est important d'avoir une stratégie beaucoup plus large. Qui intègre les notions, je dirais, importantes que sont celles de l'éthique, la notion de prévention, la notion de transparence et la notion de sanction. Et nous considérons que cette stratégie devait intégrer une stratégie plus spécifique à la prévention et à l'encadrement du conflit d'intérêts, qui soit basée sur une approche participative et qui permet l'implication du public, du privé, de la société civile, des partis politiques et des médias. Nous considérons aussi qu'il est très important qu'une loi spécifique sur le conflit d'intérêts, nous avons fait cette proposition de loi, le gouvernement travaille sur un projet de loi concernant le conflit d'intérêts au niveau de la fonction publique, mais l'essentiel c'est que ça sorte et qu'on ait véritablement un dispositif juridique qui nous permettrait de définir le conflit d'intérêts et de pouvoir éviter un certain nombre de cas, surtout que le Maroc a connu des cas assez probants, où vous avez parlé de ministres qui n'avaient pas le droit de se retrouver un an après en Allemagne
donc à des postes de responsabilité au niveau du secteur privé dans le même secteur. Nous avons un ministre qui a procédé à la privatisation d'une entreprise publique et qui s'est retrouvé à la tête de cette entreprise publique. Donc, pour vous dire que nous sommes encore loin de cela. Donc, il est très important qu'on puisse définir et clarifier qu'est-ce que ce problème de conflit d'intérêts pour pouvoir y faire face. Nous considérons aussi qu'il est très important de remettre à plat tous les textes juridiques qui parlent de cela pour pouvoir les mettre à niveau et pouvoir intégrer et développer en fait et compléter ces lois en introduisant en fait cette notion de conflit d'intérêts. Il est important aussi de renforcer l'instance nationale de probité de lutte contre la corruption dont le texte de loi est en cours de discussion au Parlement et que nous soutenons pour la doter des moyens humains et matériels pour se charger de la déclaration, de la vérification, du contrôle et voire de la sanction. Il est important de mettre en place une véritable stratégie de communication et de formation pour faire connaître la loi, le conflit d'intérêts et auprès des citoyens, mais des personnes concernées, notamment les élus et les fonctionnaires. Mais il est aussi important de réformer un certain nombre de textes de loi, comme celui de la déclaration de patrimoine, le texte de loi sur le code pénal qui est en cours également de discussion au Parlement, qui est toujours bloqué en raison de conflits entre les partis de la majorité. Le texte sur la nomination en fonction supérieure, parce que là aussi, il y a à boire et à manger en termes de conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, le dernier rapport qui a été présenté par le ministre des Finances et de la fonction publique en atteste du fait qu'il y avait beaucoup d'orientations dans les différentes nominations qui ont été faites à des postes de responsabilité. Et sans parler, évidemment, le besoin de renforcer le rôle des instances de régulation et leurs moyens d'action. Ce qui est sûr et ce qui est clair pour nous, c'est que la mise en œuvre d'une véritable politique de conflit d'intérêts est une action qu'on sait difficile, parce qu'on l'a vu, c'est une notion, Ali disait, un problème de doute, donc c'est une notion qui n'est pas très claire, très bien définie, donc, et qui est exigeante en fait. Mais si notre pays veut véritablement renforcer la confiance publique dans les institutions démocratiques et les acteurs politiques, il est important de la mettre en place pour établir une démocratie plus efficace et surtout pour rétablir la confiance dans l'action publique. Et je vous remercie.